Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de regarder TATV. Bienvenue dans ce journal. La Guinée vient de gagner 2 points au classement de Doing Business de la Banque mondiale de la 165e place. Le pays est désormais 163e. Selon le porte-parole du gouvernement, cette avancée est le fruit de la conjugaison des efforts des autorités. Damantan, Albert Camara estime que cela reste un challenge pour l'État guinéen. Bamamadou Alpha. La Guinée améliore encore cette année le climat des affaires. La confirmation a été faite par le classement 2016 de la Banque mondiale à travers le Doing Business. Le pays a été classé 163e sur 190 évalués contre 165 en 2016, soit 2 points d'avance. Des prouesses rendues possibles selon le porte-parole du gouvernement grâce notamment aux réformes engagées dans plusieurs secteurs. Le fruit de plusieurs efforts conjugués, c'est également la traduction d'une tendance régulière depuis 2010, depuis que le président Alpha Condé est aux commandes. La Guinée, chaque année, améliore son classement. Quand je regarde ici les documents et les statistiques que j'ai, depuis 2009, on est passé de la 171e place à la 163e place aujourd'hui. Et sur les 3 dernières années, la Guinée avait déjà progressé de 9 points en 3 ans. La création de l'emploi, le raccordement à l'électricité, l'obtention des permis de construire, la facilité de faire des affaires, l'obtention des prêts ou la protection des investisseurs mineurs sont entre autres éléments évalués par cet exercice. Malgré que des points soient engrangés, la Guinée est toujours loin selon ce classement. Une situation qu'Albert Damantan Camara explique par le processus de démocratisation du pays et le passage de l'épidémie d'Ebola. Il y a beaucoup d'éléments qui font que l'écart et le retard que nous avons accusé est très grand et donc très difficile à rattraper. Et si on ajoute à cela un certain nombre de contingences liées à notre processus démocratique, aux crises sanitaires que nous avons vécues, cela expliquait que nous soyons encore loin du top, des tops, mais nous sommes sur la bonne voie. La matérialisation des efforts du gouvernement en termes macroéconomiques au quotidien des citoyens demeure le challenge de ce 2e mandat du professeur Alpha Condé, a conclu le porte-parole du gouvernement. Bras de fer entre les fondateurs des universités privées et le gouvernement guinéen. Le point de discorde porte sur la décision du département de l'enseignement supérieur de ne pas orienter d'étudiants cette année à la faculté de médecine. Face à cette guéguerre, le collectif des enseignants-chercheurs diplômés entend faire la part des choses. Devant la presse ce jeudi, la structure a fait le point sur les avantages des réformes engagées par le dit département et la nécessité de soutenir cette action. Omar Sow. Pour l'année universitaire 2016-2017, l'État guinéen, à travers le département de l'enseignement supérieur, a décidé de ne pas orienter de nouveaux étudiants dans la faculté de médecine. Pour les autorités, cette mesure vise à redynamiser le secteur éducatif guinéen qui n'est pas attrayant. Une initiative que le collectif des enseignants-chercheurs diplômés entend accompagner. Si on respecte les normes standards sur le plan international, aucune université, que ce soit publique ou privée, ne répond aux normes, en tout cas du point de vue infrastructure. Les équipements, on n'en parle pas. Public ou privé, il dit qu'il y a un manque criard d'équipements. Donc il faut penser à remédier à cela. Et les réformes d'ordre pédagogique. Les réformes d'ordre pédagogique, il faut revoir le personnel enseignant. Aujourd'hui, les enseignants de rang magistral en Guinée, ils manquent énormément. Par contre, cette action est désapprouvée par les fondateurs des universités privées qui, selon le collectif, ne privilégient que leur intérêt. À cet effet, la structure pense qu'il est temps de mener des sensibilisations autour de ces réformes. Au moment où je vous parle, il y a une université privée qui dit niet, il faut qu'on oriente chez lui parce que, et lui, il faut obligatoirement qu'on oriente chez lui. Bien qu'il n'a pas les équipements bien nécessaires, bien que le personnel qualifié n'est pas au rendez-vous, il dit qu'il faut orienter chez lui. Lui, il n'est pas d'accord qu'on ferme. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que nos institutions d'enseignement privé en République de Guinée sont créées uniquement dans l'espoir que l'État va orienter ces jeux. Et ça, c'est très grave. Le président du collectif a par ailleurs fustigé le non-respect des règles standards pour la construction des universités tant bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Si tu veux créer une université privée, il te faut 2 hectares, le minimum. Mais aujourd'hui, nous tous, nous savons
l'état des lieux. Dans les 40 universités privées en République de Guinée, sachant que 4 seulement sont à l'intérieur du pays, 36 ici à Conakry, seulement peut-être 2 à 3 universités qui sont bâties peut-être sur 1 hectare et demi. Le reste, c'est immeuble simple. Il n'y a même pas de cours de sécurité. Et ça, c'est un problème. A rappeler que le gouvernement guinéen vient de signer avec des partenaires chinois un contrat de construction et réfection de 4 universités, à savoir Somphonia, Labé, Kankan et Zérékoré. Le projet sera exécuté sur un délai de 25 mois avec un coût estimé à 350 millions de dollars US. Le club Avenir des enfants avec un abrégé vient de procéder au lancement à Conakry de son projet Living Values Education International. Ce programme devra permettre aux acteurs évoluant dans le domaine de l'encadrement de la petite enfance de s'approprier des valeurs et de les intégrer dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage des enfants. La cérémonie a mobilisé des ONG œuvrant dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement élémentaire. Moussa Sefa Kamara pour le compte-rendu. Living Value Education se fixe pour objectif de se procurer des principes directeurs, des méthodes permettant le développement de la personne, en particulier les tout-petits. Ce programme s'adresse à l'enfant comme une personne à part entière. Il aide à construire des aptitudes sociales et émotionnelles en entrant en relation avec lui-même, avec les autres sur la base des valeurs. Living Value Education fait la promotion des valeurs telles que la paix, la solidarité, la coopération, le respect. C'est de voir comment notre système éducatif, par les enseignants, comment ils pourront intégrer ces valeurs dans leur enseignement, apprentissage pour amener une éducation de qualité. Pour que les enfants aient une éducation solide à la base, selon le président, il faudrait introduire dans le système éducatif guinéen un certain nombre de valeurs. Encourager éducateurs et enseignants à intégrer dans leur programme d'enseignement-apprentissage des valeurs qui aident l'enfant à s'amuser, à se développer et à effectuer des choix lui permettant ainsi de mieux s'adapter à son milieu sur une base de respect et de confiance. L'éducation reçue par les enfants aujourd'hui formera le tissu social de demain. Or, éduquer ne se limite pas à transmettre des savoirs et savoir-faire à l'école, a conclu un membre de la structure. Naissance d'une nouvelle plateforme de la société civile guinéenne. Il s'agit du réseau d'action citoyenne pour la paix et le développement de la Guinée. Elle se fixe comme objectif la promotion des droits des citoyens et celle de la démocratie pour une gouvernance participative. Oumi Kamara, compte rendu. C'est sur cette note de guitare que les membres de l'ACIPAD, Réseau d'action citoyenneté pour la paix et le développement de la Guinée, ont procédé au lancement officiel de cette nouvelle plateforme de la société civile. La promotion de la culture de la paix et de l'unité nationale semble motiver sa naissance. Cette organisation de la société civile naît du constat que notre pays, la Guinée, depuis son indépendance en 1958, à la recherche d'une paix durable et de l'instauration d'un climat de quiétude sociale, gage de tout développement. En effet, le réseau Action citoyenne pour la paix et le développement, RAPCIPAD Guinée, s'inscrit dans la même dynamique de promotion des droits humains, de la bonne gouvernance, de l'unité nationale, de la paix et de la quiétude sociale que ses pairs. Il est l'incarnation de la volonté d'une panoplie d'ONG et d'associations nationales œuvrant dans le même sens de l'atteinte des objectifs communs. Et pour remplir pleinement sa mission, les membres de cette structure comptent initier des campagnes d'information, de sensibilisation et de formation des jeunes à la culture de la citoyenneté. À cela s'ajoute l'organisation des conférences annuelles, des colloques de la paix et du pardon national. De nouvelles stratégies sont aussi prévues par cette ONG. La création d'une maison de la paix en République de Guinée qui servira de cadre d'échange et de partage sur toutes les éventuelles questions relatives à la paix dans notre pays. Mais également, comme nouveauté, c'est la création sur toute l'étendue du territoire national des boîtes à suggestions citoyennes. Troisièmement, une radio citoyenne pour le bonheur de l'ensemble des Guinéens. L'arrivée de cette plateforme au sein du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne constitue un ouf de soulagement pour le président de CNOX.
je crois que nous devons saluer son arrivée. La diversité et la multiplicité des organisations de la société civile n'est pas une faiblesse, c'est un atout. C'est un atout parce qu'il aura d'organisations tant qu'il aura d'aspirations non satisfaites. Il aura de plateformes thématiques, qu'il aura de problématiques sociétales non prises en compte par les gouvernants. Les membres du réseau d'action citoyenne pour la paix et le développement de la Guinée s'engagent à se mettre à la disposition des populations pour œuvrer dans le sens de l'apaisement et du renforcement du tissu social. Après de multiples rencontres d'échange, des acteurs de la société civile guinéenne sont parvenus à la signature ce vendredi de la charte des plateformes qui réunissent certains membres des organisations de la société civile. Cet accord vise à donner une nouvelle dynamique à ces organisations citoyennes. Désormais, les membres de la dite plateforme entendent travailler en synergie pour faciliter la collaboration entre elles. Dianka Sissé. Des plateformes des organisations de la société civile guinéenne réunies autour des valeurs communes. Déjà, dans la salle, après de franches discussions, il était question de trouver une structure qui doit assurer la présidence pour ce premier mandat. Mais après le tour de table, il a été retenu à l'unanimité que le CNOX en assure pour les 6 prochains mois la tête de cette synergie. Une mission que Dr Dansa Kourouma entend accomplir avec l'accompagnement des membres des différentes structures réunies. Signer un engagement, c'est honorable. Respecter un engagement, c'est plus honorable. Donc, cette responsabilité reposera sur les épaules des autres plateformes de la société civile qui constituent le bureau exécutif de cette synergie. Donc, à mon côté, c'est de veiller à ce que les réunions se tiennent, veiller à la construction d'une vision commune autour de nos axes d'intervention traditionnels. Pour le représentant de AIFES en Guinée, ses espérances restent fondées sur les principes qui régissent cette nouvelle synergie. Les attentes, c'est que nous avons déjà là une convergence de vues sur les principes, les valeurs qui sous-tendent la société civile. Nous avons le principe de la synergie de l'action qui sous-tend aussi cela et nous pensons que cela va donc baliser un peu le terrain pour des actions plus efficaces. Le désormais président de cette synergie d'action des organisations de la société civile guinéenne promet d'intervenir pour qu'il y ait des réformes au niveau des plateformes citoyennes et cela dans le seul but qu'elles se repositionnent dans l'espace public comme une entité indépendante et apolitique. La synergie d'action aura pour mission fondamentale de réaliser cette complémentarité thématique entre les différentes plateformes de la société civile pour que sur les questions d'intérêt national, que le discours soit un discours homogène, un discours, pour ne pas dire parler d'une même voix, on peut parler différemment, mais parler dans la même direction. La diversité est un atout pour la société civile et cette diversité doit être cimentée par le renforcement des domaines d'expertise respectifs des différentes entités. Pour l'heure, parmi les organisations citoyennes non signataires de cette charte figure la plateforme nationale citoyenne unie pour le développement. Depuis la signature de l'accord politique en Guinée le 12 octobre dernier, les réactions fusent de partout. Ce vendredi, à la maison de la presse de Koleya, c'était au tour du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, à travers son vice-président, de réagir. Bunturabi Keita. La signature de l'accord politique du 12 octobre issu du dialogue politique interguinéen a été rendue possible grâce à la conjugaison de plusieurs efforts, notamment la contribution et l'observation des composantes de la société civile guinéenne. Un acquis dont se félicite Dr Alpha Abdoulaye Diallo, vice-président du CNOSC. Le CNOSC, en tant que plateforme nationale de la société civile, qui a ses parcours, et ses partenaires ont participé efficacement à ce dialogue en qualité d'observateurs et ont participé et également ont assumé, ont signé ces accords du 12 octobre 2016 en toute responsabilité après avoir obtenu un large consensus suite à une consultation de nos structures à la base et ses partenaires.
La présence de la société civile tout au long du déroulement de ce dialogue a été d'un grand apport, comme l'indique Dr Alpha Abdoulaye Diallo. Notre apport au cours de ce dialogue, c'est pourquoi on était là, c'est pour véritablement de rapprocher les positions, d'alerter en cas de manquement ou en cas disons, de comportement indélicat, et ensuite de travailler à ce qu'un consensus général se dégage dans le respect et dans la légalité. Il existe dans cet accord des points qui permettent l'avancée démocratique de la Guinée, selon le vice-président du CNOSC. C'est pourquoi il appelle l'ensemble des organisations de la société civile guinéenne d'assumer le respect de la signature de ces conclusions. Je voudrais que, en toute responsabilité, que l'ensemble des organisations de la société civile, signataires de ces accords, le CNOSC et ses partenaires, d'assumer leurs responsabilités devant l'histoire et d'user des voies légales pour tout recours afin de permettre aux institutions constitutionnelles de jouer leur rôle dans l'ancrage démocratique de ce pays. Sur la question de la démission de Boubacar Silla, secrétaire national du CNOSC, le vice-président s'est abstenu de tout commentaire et a souligné l'organisation par le CNOSC d'une autre conférence à ce sujet. Les œuvres des artistes guinéens sont souvent utilisées sans leur consentement. C'est la maison de production Soc Art qui a assigné en justice la société de téléphonie Orange Guinée pour exploitation illégale d'une musique de Hadi Diop. L'avocat de la défense a demandé le renvoi de l'audience pour le 11 novembre 2016. Suivez ce compte-rendu de Saloum Kondé. Depuis mars 2013, la maison de production Soc Art a signé un contrat d'enregistrement avec Hadi Diop, ce qui autorise la structure à vendre ou à faire vendre les enregistrements de l'artiste. En mai 2016, la société de téléphonie Orange Guinée aurait violé ce droit en utilisant une musique de Hadi Diop dans ses tonalités d'attente, explique son manager. Abdourahim Diallo réclame donc le droit d'exploitation. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous réclamons notre droit parce que Orange ne nous a pas consulté pour vendre. Elle n'a aucun droit, elle n'a aucune licence provenant de nous ni de l'artiste pour vendre ou faire ou louer ses œuvres. Orange utilisait le son moment précisément. Nous avons fait un constat d'huissier et nous avons envoyé une lettre de mise en demeure à Orange pour justifier cet état de fait. La démarche de Abdourahim Diallo semble être toute particulière car la plupart des managers du pays n'en font pas une préoccupation. Non, aujourd'hui la leçon qui est simple, ce qu'il faut rappeler aux gens, aux sociétés et aux personnes que la Guinée n'est pas sur une autre planète. On est sur la terre, il y a des règles qui sont établies et qu'il faut les respecter. Aujourd'hui la musique nigérienne fait 150 millions de dollars. C'est un gros marché, je l'admets. Ça fait 150 millions de dollars de revenus, rien que sur les téléchargements mobiles et digital. Et les call tuners, ce qu'on appelle en français tonalités en attente, sont une grande partie de ces revenus. De nos jours, l'on se demande ce que prévoit la loi quand une telle situation se pose. Il s'agit, c'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause ou sans cause justifiée. La société Orange a au minimum 5 millions d'abonnés. Imaginez que chaque fois qu'il y a appel et que cette tonalité la passe sur le nombre d'appels par abonné et que le prix de cette tonalité revient à chaque abonné à 2050 francs, mais il suffit de multiplier le prix de la tonalité par les 5 millions d'abonnés, ça te fera simplement les 10 milliards et quelques poussières. 10 milliards de francs guinéens, c'est bien énorme. L'avocat de la défense, lui, a sollicité le renvoi du dossier au 11 novembre 2016 afin d'impliquer d'autres personnes.
Des lettres de menaces créent la panique ce vendredi chez les commerçants de Mafanko. Les auteurs ne sont pas encore connus, mais les commerçants accusent la mairesse de Matam d'être à la base de cette histoire. Aïssata Fofana nous en dit plus. Suivez. Dans la rue, c'est la psychose totale sur tous les visages devant des tracts de menaces affichés sur des magasins et concessions à Mafanko. Que si je n'arrête pas de m'asseoir devant ma porte, que je subirai le même sort que la famille Doumbouya. Une situation qui résulte, selon ces commerçants visés, d'une instruction de la mairesse de Matam, les interdisant de stationner des engins roulants devant leurs magasins. Un matin bonheur, on a été surpris par un groupe jaune qui est dans ces quartiers, soi-disant qu'il ne veut pas que maintenant le véhicule gare ici. On dit là, c'est normal, mais notre véhicule ne gare pas sur la route. Notre boutique, on gare à côté de notre boutique. Tout le véhicule maintenant qui gare sur la route, vous êtes droit vraiment de les chercher, comme nous. Mais de fait que madame de la maire, elle a laissé son autorité, il y a chef de secteur, il y a chef de quartier, qui dit les bandits venir faire son travail. S'il y a une sacasse, c'est lui qui va prendre les pots cassés. La police a été alertée ainsi que le conseil de quartier, mais rien ne rassure ces citoyens hantés par la mise à exécution de ces menaces. L'inquiétude que nous avons ici aujourd'hui, notre sécurité est menacée par les enfants de ce quartier. Je suis veuve et je vis seule. Ils veulent soit me tuer ou tuer mon enfant. Et pourtant je suis une femme. Je ne sais pas quand ils vont venir. Pour recouper cette information, nous avons essayé de joindre Madame le maire et chez elle et à la mairie, mais sans succès. Ses collaborateurs la soutiennent et affirment qu'elle ne ferait jamais pareil acte. Pour l'heure, c'est des vies qui sont en jeu et des enquêtes sont ouvertes pour retrouver les auteurs de ces lettres de menace. Il y aura une place pour chacun, avait promis le gouvernement. Pourtant, 5 jours après le début du démantèlement du camp de Calais, près de 200 migrants ne savent toujours pas où aller. Une cinquantaine de mineurs ont été évacués en bus ce matin au sein de l'école. Suivez. Ils sont décidés à rester coûte que coûte. Pas question pour eux de rejoindre les centres d'accueil prévus. Leur but, rester à Calais avec l'espoir d'atteindre enfin les côtes britanniques. Mais problème, policiers et gendarmes sont là en nombre. Il y a des interpellations qui sont procédées actuellement en ville. Les gens qui restent et qui sont là sont déterminés à vouloir passer vers la Grande-Bretagne et à rester fixés à Calais. Ils sont donc considérés comme des étrangers en situation irrégulière. Baluchon à la main, ces migrants errent dans les restes de la jungle. Certains trouvent de l'aide auprès des nombreuses associations présentes sur place. D'autres campent dans leurs tentes, mais l'avenir reste encore incertain. On va se retrouver comme il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, avec des gens cachés dans des maisons abandonnées, où on aura des difficultés même à leur donner à manger, parce qu'ils ne veulent pas que la police les trouve. Donc les gens seront beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus en danger qu'ils ne l'étaient encore dans le bidonville. Ce sera encore plus inconfortable. Une maison abandonnée sans pouvoir se chauffer, en manquant de nourriture, en manquant de vêtements, de couverture, c'est encore pire que le bidonville. Le gouvernement promet que les travaux du démantèlement de la jungle seront finis lundi soir prochain. En attendant, les migrants les plus déterminés se cachent dans ce qui reste du camp. Les principaux groupes syriens lancent l'assaut sur Alep, fief de Daesh. Des dizaines de roquettes ont visé des quartiers gouvernementaux de la ville. Au moins 15 civils ont été tués. C'est un dialogue de sourds qui s'est installé entre Moscou et les pays occidentaux. Après le bombardement d'une école à Idlib qui a tué 22 enfants, plusieurs chancelleries ont pointé du doigt les forces de Bachar el-Assad et leurs alliés russes. Qui est responsable? En tout cas, c'est pas l'opposition qui est responsable, parce que pour bombarder, il faut des avions. C'est soit les Syriens, le régime de Bachar el-Assad, soit les Russes. Le président russe nie toute implication dans le bombardement de civils. Vladimir Poutine qui dénonce un acharnement des Occidentaux. Il ne faut pas nous accuser de tous les maux du monde, c'est tout simplement indécent. Pour l'instant, nous agissons avec retenue et ne répondons pas à nos partenaires d'une manière grossière. Mais notre patience a ses limites. Moscou est engagé auprès des troupes de Bachar el-Assad dans sa guerre contre les rebelles. Les deux armées pilonnent les positions des insurgés, notamment à Alep.
s'attirant les foudres des Occidentaux qui les accusent de perpétrer des crimes de guerre. Face au camp occidental, les chefs de la diplomatie des alliés du régime de Damas, la Russie et l'Iran, se sont réunis ce vendredi à Moscou pour affiner leur coopération sur le terrain. Une démonstration de force alors que les violences ont redoublé d'intensité. Les principaux groupes rebelles syriens ont lancé ce vendredi une offensive majeure à Alep pour briser le siège imposé par le régime. Une pluie de roquettes sur les quartiers gouvernementaux de cette ville divisée a tué au moins 15 civils. L'ancienne capitale économique de la Syrie est un enjeu majeur tant pour le régime du président Bachar el-Assad que pour les insurgés. Et puis direction l'Irak, lentement les forces irakiennes avancent vers Mossoul. Les Peshmerga reprennent un à un les villages autour de la deuxième ville d'Irak. Les civils fuient leurs habitations et les derniers combattants de l'État islamique se dissimulent désormais au milieu des habitants de Mossoul et utilisent ces milliers de civils comme boucliers humains. 100 personnes ont été exécutées par Daesh à Mossoul en une semaine. C'est le terrible bilan annoncé aujourd'hui par les Nations Unies. La stratégie perverse et lâche de l'État islamique est d'essayer d'utiliser la présence d'otages civils pour rendre impossible des opérations militaires dans certaines zones. Ils utilisent des dizaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants comme boucliers humains. Beaucoup de ceux qui ont refusé d'obtempérer ont été tués sur place. Sur le terrain, les forces irakiennes, alliées aux Kurdes Peshmerga et à d'autres milices irakiennes chiites, continuent leur avancée vers Mossoul. Nous sommes à une longue distance de la base de Kayara. Et si Dieu le veut, demain ou après-demain, nous serons aux abords de la ville de Mossoul. Ces forces régulières avancent donc plus vite que prévu vers la deuxième ville d'Irak, fief du groupe terroriste. Près de 900 djihadistes auraient été tués en 10 jours d'opération selon la Maison Blanche. Il serait plus de 5000 combattants de l'État islamique prêts au combat à l'intérieur même de Mossoul. À mesure que les forces fédérales font reculer les djihadistes, les civils, otages de Daesh depuis plus de 2 ans, eux, prennent la fuite. Ils trouvent refuge dans des camps de déplacés comme celui-ci, situé aux portes de la région autonome du Kurdistan irakien. Ce sont les 1000 premières personnes arrivées dans la nuit. Nous ne savons pas combien vont arriver ce soir ou combien vont arriver demain. Personne n'a encore fui de la ville elle-même, où il reste plus d'1 million de personnes. C'est donc une énorme tâche qui nous attend. Et nous courons après le temps pour pouvoir bien y répondre. L'ONU s'inquiète de ce qui pourrait se transformer en grave crise humanitaire dans les prochaines semaines, alors que le pays compte déjà plus de 3 millions de déplacés. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal de ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi et passez une excellente soirée en compagnie des programmes de TATV Africa Today. Bonsoir à vous.